Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous suivez ce magazine Perspective. Aujourd'hui, l'actualité reste vraiment dominée par la succession de Malou Malou, mais également à l'Assemblée nationale. C'est samedi que on va voter les remplaçants des démissionnaires. On n'en parlera pas dans cette émission parce que nous l'enregistrerons avant les élections du Palais du Peuple. L'autre poule d'actualité, c'est le rapport du Fonds monétaire international sur la République démocratique du Congo. Selon ce rapport, les richesses ont quasiment doublé, mais la pauvreté persiste. Nous avons sur la main l'actualité d'il y a 2-3 semaines du G7. Qu'est-ce que ça va devenir ce G7? Mais l'autre actualité, c'est ce mouvement qui agite deux grands partis politiques, j'allais dire historiques de notre pays, l'UDPS et les Palou. Pour en parler sur ce plateau, maître Jean-Jacques Guitango, il est avocat et analyste politique. Ça fait plus de 2 ans, plus de 3 ans, maître, que je vous ai reçu sur un plateau de télévision. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. Vous allez bien? Je suis bien portant. Si je n'ai pas eu le temps de venir m'entretenir avec vous, c'est tout simplement, il y a des occupations d'ordre professionnel qui m'ont retenu. Et que maintenant j'en ai trouvé un petit espace, j'en profite pour venir vous rencontrer. Je vais dire que vous êtes maintenant avocat à la Cour pénale internationale, si je ne me trompe pas. Oui, je suis listé parmi les enquêteurs à la Cour pénale internationale et nous nous mettons pour mener des enquêtes et servir le procureur général près la Cour pénale internationale s'agissant de la défense des victimes. Ok, aujourd'hui notre pays est hautement intéressé par rapport à ce qui se passe à la Cour pénale internationale, l'affaire Bemba et les autres Congolais. Quel est votre travail précisément? Oui, le travail de tout analyste, de tout juriste et de toute personne à ce titre qui est appelée pour aider la justice au niveau de la Cour pénale internationale, c'est d'abord de se positionner. Est-ce que vous êtes du côté des auteurs qui sont poursuivis ou vous êtes du côté des victimes? Nous avons bien choisi d'être du côté des victimes pour mener des enquêtes et appuyer le procureur général qui est le maître de l'action, qui poursuit les victimes et arracher les condamnations de sorte que l'on puisse desservir l'espace politique et prévenir d'autres faits similaires qui pourront se commettre. C'est à partir de ce moment que vous commencez à comprendre que même les dirigeants politiques actuellement se réfèrent à des cas qui sont en train de se passer et les plus avertis n'oseront pas faire n'importe quoi sous peine qu'ils soient également poursuivis comme les autres. Alors, en 2 mots, je voudrais que vous puissiez vous délester de votre inclination vers les victimes. Parlons un peu de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Croyez-vous que son sort peut se dénouer de manière heureuse par rapport à la marche qu'a suivi son procès? Non, le procès de Bemba a connu beaucoup de paramètres. Hein, c'est vrai, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais au stade actuel, je ne saurais pas dire et il serait acquitté, il serait condamné, si ce n'est que la Cour elle-même, en toute quiétude, en toute souveraineté, va apprécier les éléments de preuve avancés de part et d'autre et pourra se prononcer. Donc au stade actuel, pour tout juriste averti, je ne pourrais pas me permettre, à moins que je sois son avocat bien entendu, parce que les avocats de Jean-Pierre Bemba clament haut et fort qu'il va être bientôt libéré. C'est ce que je voulais dire. C'est à bon escient qu'ils le font. Tout à fait normal, c'est le droit, c'est le travail de tout avocat qui ne saurait pas aller plaider coupable dès lors qu'il sait que son client n'a pas commis de faits et il s'en déchire pour prouver noir sur blanc et pour arracher l'acquittement. Alors, maître Jean-Jacques Guitango, revenons à ce que j'ai annoncé tout à l'heure, affaire Malou Malou, il a démissionné. Vous, en tant qu'analyste politique, comment voyez-vous sa succession? Déjà, pour votre gouverne, les confessions religieuses sont concertées
pour dire que ce sont elles qui devront désigner les successeurs de Malo Malo. Est-ce que cette démarche est propre? Non, parler de la propreté de la démarche, c'est trop fort, mais parlons en termes de la composante société civile. Tout à fait. La société civile n'est pas seulement et uniquement composée de confessions religieuses. Il y a aussi des ONG. Il y a aussi des gens qui se regroupent pour défendre sans pour autant qu'ils soient dans des partis politiques. Donc c'est pour aujourd'hui, ce n'est pas le fait que Malo Malo appartenait à la composante dans la société civile, l'Église, et que forcément il faudra aller chercher les remplaçants de Malo Malo dans cette composante. C'est question seulement qu'ils puissent se retrouver harmonisés de point de vue, c'est convenir et choisir quelqu'un qui peut servir le mieux. Ce n'est pas un problème de savoir il vient d'où, il vient d'ici, de là, non. Ce qui importe le plus, c'est le profil du candidat qu'il faut présenter, c'est les compétences que le candidat doit avoir avec lui pour servir, d'autant plus que la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Ce qui importe le plus, c'est que les règles des jeux soient respectées pour organiser les élections transparentes, crédibles et acceptées de tout le monde. Justement, vous parlez du profil du candidat. On a essayé de brosser le portrait robot de ce que devraient être les successeurs de Malo Malo. On a entendu également le professeur Jacques Ndjoli, qui a été vice-président à la CENI, essayer de recadrer plus ou moins le rôle principal que devra jouer le président de la CENI. Et pour les églises, ça doit être quelqu'un avec une probité morale éprouvée, un homme de caractère qui ne cède pas aux pressions, etc., etc. Et est-ce que cet homme-là, on peut le trouver au sein des églises traditionnelles, des confessions religieuses traditionnelles, ou est-ce que on peut le trouver également au sein de la société civile? Par exemple, on a des noms, je ne suggère rien. On a par exemple des experts en matière électorale, comme les gens comme Jérôme Bonso, Gérard Bissambou, Maître Sylvain Loumou, j'en passe et de meilleurs. Est-ce que on ne peut pas maintenant faire une autre expérience? C'est bien beau que nous n'avons pas besoin d'un homme providence. Nous avons d'un homme qui regorge les compétences. Et qui dit compétence fait intégrer plusieurs éléments, notamment la morale, le caractère, intégrité personnelle. Et l'homme qui sait dire non lorsqu'il subit des pressions. L'homme qui respecte les textes, qui régissent les textes des lois et consorts. L'homme qui sait comprendre que là, si on a voté oui, il restera oui. L'homme qui sait dire que même si vous m'appelez, vous me dites attention parce que c'est nous qui vous avons soutenu, nous voulons que vous puissiez répondre dans la négative, là il faut l'affirmative. On a besoin de cet homme-là. Et pris de bonnes vertus, des vertus, et pris de bonnes qualités, on peut le trouver tant dans les confessions religieuses, que dans l'église catholique romaine, comme chez les protestants, également même chez des experts qui sont dans chez les musulmans. Chez les musulmans partout, Luc. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne s'agit pas d'un homme providence, mais il s'agit d'un homme qui doit respecter les textes qui régissent la CENI et l'organisation des élections. Alors vous-même, quand vous avez appris que l'abbé Malo Malo avait démissionné, quelle réaction cela vous a-t-il suscité? Non, j'étais personnellement un peu touché parce que c'est Malo Malo, c'est un homme comme moi, il est tombé malade pour des raisons de santé, et c'est sa santé d'abord, avant toute chose. C'est ainsi qu'il a préféré se retirer et laisser la place, de sorte que quelqu'un qui est physiquement en bonne santé puisse servir. J'ai un petit peu regretté parce que la machine avait déjà pris de l'envol, mais on va l'arrêter au milieu pendant que ça roulait déjà pour chercher à dénicher son successeur. C'est là où un peu de regret, mais sinon du reste c'est tout à fait normal et naturel parce qu'il est humain, il est tombé malade. Alors, avant l'affaire Malo Malo est advenue sur la sphère politique congolaise cette affaire du G7, mais avant d'en parler plus précisément, dites-nous, maître, comment vous projetez
l'après Malo Malo, que devra devenir la CENI? Vous pensez que sa succession sera chose facile? Oui, c'est le souhait de tout Congolais épris de paix, il y a le souci de la justice et de la démocratie pour qu'il n'y ait pas de trouble dans notre pays. Nous souhaitons que celui qui va succéder à Malo Malo puisse être un homme intègre, comme je viens de le répéter, de sorte qu'il conduise les élections jusqu'à la fin, sans pour autant qu'il y ait des troubles. Je n'envisage pas, et je ne le souhaite pas, moi personnellement, que c'est parce que Malo Malo est parti, et il est parti, et celui qui va le remplacer sera l'objet ou le moteur de troubles. Ça, je n'en suis pas sûr. Est-ce que pour vous, Malo Malo était cet homme-là intègre? Oui, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. S'il n'était pas intègre, on ne l'aurait pas choisi. On l'aurait pas choisi. Ça ne dépend pas personnellement de moi-même. Moi également, je peux dire il était intègre, sinon on n'aurait pas pu organiser les choses sur lui. Très bien. Malo Malo n'était qu'un homme, ainsi que vous, ainsi que moi, voilà, ainsi qu'autant d'autres. Mais si vous aviez une critique négative à formuler contre Malo Malo, quelle serait-elle? Non, s'il faut parler de la critique négative, c'est du fait que son église n'a pas permis à un certain moment, tel que nous l'avions appris, et qu'il n'était pas autorisé, d'abord pour la première fois en 2006, et qu'il soit président de la CENI. Et il a agi en dépit de l'interdiction qui lui a été faite par son diocèse. Et en 2000, pour les élections de 2016, il en était ainsi, c'est ce que j'aurais appris. Si cela s'est passé ainsi, c'est regrettable parce qu'il était revêtu, il avait prononcé le vœu d'obéissance. Et lorsque la maison à laquelle vous appartenez vous dit il ne faut pas agir ainsi, vous vous entêtez, ça c'est de la désobéissance que nous ne pouvons pas accepter. Le vœu d'obéissance ajoute, au vœu d'obéissance ajoute une petite phrase, avec la grâce de Dieu. Peut-être que la grâce de Dieu n'était pas avec lui en ce moment-là. Non, ouais. Peut-être la grâce de Dieu. Nous n'allons pas dire parce que la grâce de Dieu n'était pas avec lui et c'était pourquoi il est tombé malade. Non, je ne veux pas conclure ainsi, Luc. J'ai dit tout simplement que je parle du vœu d'obéissance. C'est un prélat et qui a prononcé un certain nombre de vœux. Et c'est ça qui font l'homme catholique et le prêtre catholique. Et lorsque vous désobéissez, ça frise un peu, ce n'est pas acceptable. Ça choque, ça et choque, puis ça heurte tout à fait normal, le moral et même la spiritualité des plus d'un. Alors normal. Passons au G7. On ne vous a pas entendu vous prononcer par rapport au G7. Premièrement, d'abord la lettre qu'ils ont adressée, la dernière, la troisième, parce qu'il y a deux premières lettres qui avaient été adressées au président de la République, lui demandant de se prononcer clairement sur ses ambitions. Est-ce qu'il va se représenter? Est-ce qu'il ne va pas se représenter? Et est-ce que les G7, selon vous, avaient ce pouvoir ou cette obligation de demander ainsi au chef de l'État, qui n'a pas encore terminé son mandat? Bref, comment avez-vous jugé l'attitude du G7? Le G7 est composé de quelques leaders des partis politiques, membres de la majorité présidentielle. Et lorsque ces leaders ont estimé qu'à un certain moment, les choses ne marchaient pas, ils ont voulu, de leur propre liberté d'expression, se prononcer. Et c'est à ce titre qu'ils ont adressé cette lettre au chef de l'État. Mais là où ça n'a pas bien tourné, c'est du fait que, sans pour autant qu'ils attendent, à moins que je me trompe de l'information, ma foi, sans pour autant qu'ils attendent la réponse, et la presse, vous ou de la presse, c'est le contenu de cette correspondance, et c'est pourquoi ils étaient interpellés lors d'une plénière convoquée par le secrétaire général de la majorité présidentielle. Ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Ils ont déclaré l'auto-exclusion de tous ces membres des partis politiques là. Mais lorsque je dois me prononcer du point de vue d'une interprétation que je peux accorder de la manière dont ils ont agi, je me dis dans notre pays, avant d'agir, il faut suffisamment réfléchir. Et pour réfléchir, et notamment, devait savoir que le gouvernement, le Premier ministre qui dirige le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. Et lorsque ils se sont détachés de cette majorité-là, étaient-ils capables d'en fabriquer une autre, de sorte qu'ils renversent le gouvernement? Ce n'est que de cette façon que vous puissiez vous réfléchir pour dire que si nous agissons ici, nous pouvons, ce que nous représentons, en appuyant l'opposition, nous sommes en mesure de renverser, faire tomber le Premier ministre Matata Ponyo, et nous,
comme nous aurons la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, c'est nous qui pouvons proposer un candidat formateur du gouvernement. Donc, en conclusion, ils ont procédé de cette manière-là. Pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'ils savaient que même s'ils se retiraient et ils appartiendraient à une opposition telle qu'elle existe aujourd'hui, cela n'allait pas renverser la majorité présidentielle, la majorité parlementaire et qui est en train de gouverner aujourd'hui. Est-ce que leur démarche ne serait pas inscrite dans le souci d'établir un dialogue interne de façon à ce que les choses soient claires, que le jeu soit cash? Oui, s'ils avaient pensé ainsi pour établir un dialogue interne au sein de la majorité présidentielle, mais ils n'auraient pas pu procéder de cette manière-là. Ils auraient sollicité de rencontrer l'autorité morale de la majorité présidentielle et poser un problème, en discuter sans pour autant rédiger pour retracer des faits tels qu'ils ont été interprétés. De la manière qu'ils ont formulé par écrit, en reprochant, en demandant au chef de l'État, qui vient du reste, il faut le reconnaître, que nous ne sommes pas encore à la fin de son mandat. Toute réserve faite, il pourra se prononcer. Et donc, les autres ont précipité en biaisant tout à fait la procédure qu'ils auraient pu suivre. Est-ce que le souci n'était-il pas celui de que le chef de l'État se prononce clairement? Ainsi donc, on verrait comment préparer la succession. Est-ce que ce ne serait pas l'une de leurs préoccupations, par exemple? Vous savez, Luc, chaque personne a sa façon d'agir. Le chef de l'État a sa façon d'agir. C'est généralement par les silences qu'il travaille. Justement, mais ces silences-là. Nous nous estimons que lorsque nous interprétons la Constitution, le mandat du chef de l'État se termine en 2016. Et lui-même, jusqu'à preuve du contraire, ne s'est pas encore prononcé pour dire que non, je vais violer la Constitution pour me représenter en 2016. Et c'est trop tôt pour lui prêter les intentions. Alors, il faut lui laisser le temps. Justement, ce mandat-là, ce silence-là, disais-je, est-ce qu'il ne pose pas problème? Parce que le mandat se termine en 2016. Mais la succession ne se prépare pas en 2016. La succession doit se préparer, d'ailleurs, au début du deuxième mandat, parce que l'on sait qu'à la fin, on ne sera plus là. Est-ce que cette logique ne tient pas la route? Non, non. La succession ne se prépare pas avant. La succession va jusqu'au dernier jour du mandat du chef de l'État. C'est en ce moment-là qu'il faut préparer la succession, maître, vous croyez? Et je vous dis que ce n'est pas à lui à préparer la succession. C'est à tout Congolais qui répond aux conditions contenues dans l'article, je ne sais pas lequel encore, je l'oublie, de la Constitution, qui peut se dire, moi je suis candidat président de la République. Et à sa famille politique, de savoir que oui, nous sommes par exemple du PPRD et nous savons que le chef de l'État ne peut plus revenir tel et ça doit se préparer en interne. Ça ne veut pas faire de chantage. Pour dire qu'écoutez, nous au niveau du PPRD, je ne suis pas membre du PPRD, mais j'en parle parce que c'est une analyse politique que je suis en train de mettre. Cette émission s'intitule Perspective. Tout à fait normal. C'est-à-dire, on réfléchit et on projette. Tout à fait normal. Mais il y a quelque chose qui retient mon attention, maître Jean-Jacques Guitango. Quand vous dites que la succession doit se préparer à la fin du mandat, ça pose problème. Prenons le cas des États-Unis. Dès que Obama amorce son deuxième mandat et son dernier mandat, au sein du Parti socialiste, les ambitions s'expriment déjà. Et donc, on n'attend pas que Obama arrive à la fin de son mandat pour commencer à exprimer ses ambitions. Vous ne trouvez pas que quelque chose cloche? Luc, nous sommes dans deux systèmes politiques différents. Pourquoi? Chez nous, ici, on n'organise pas des primaires. Lorsque nous savons, par exemple, que nous sommes en train de cheminer vers 2016, qui pointe déjà à l'horizon la fin du mandat du chef de l'État. Ailleurs, aux États-Unis, comme partout ailleurs, on organise les primaires. Chaque parti politique sait que le candidat Obama ne va plus se représenter à la fin de son mandat. Selon la Constitution. Nous allons recruter de nouveaux candidats et il passe le primaire pour que les membres du parti se prononcent. Est-ce que c'est pour Luc? Est-ce que pour Maître Jean-Jacques? Ainsi de suite. C'est à ce moment-là que le parti sait déjà que nous avons tel candidat. Mais le système politique chez nous, c'est le contraire. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. L'élection de ce qui se passe au Palais des Peuples, à l'hémicycle du Palais des Peuples, pour le remplacement du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale comme du rapporteur adjoint.
je vois Thomas Lokondo. Il est de quelle de la majorité présidentielle et l'ancien procureur général de la majorité présidentielle. Tout à fait. Et est-ce qu'on a réussi à nous présenter qu'un seul candidat? Ma foi, j'ose croire que voilà, c'est aussi l'expression de la démocratie vivante. Donc, si Henri Thomas Lokondo pense que son exclusion est injuste, voilà, au nom de la liberté d'expression et d'opinion, il peut effectivement poser sa candidature. Tout à fait. Thomas, je l'ai suivi personnellement quand il dit nous ne sommes plus au stade où on dit parce que l'autorité morale de la majorité a proposé un tel candidat. Non, nous sommes à l'évolution de la démocratie et que chacun se bataille pour arracher le suffrage de ses pairs qui peuvent voter pour lui. Est-ce qu'il a tort? Non, il a raison. Il a raison. C'est pourquoi je vous dis que jusqu'à preuve du contraire, voyons voir qui peut se prononcer, qui peut se dire je suis candidat président de la République en 2016. Il n'est pas encore tard. Alors, maître, franchement, la question de la gestion du temps, c'est une lacune que je relève dans les chefs de la quasi-totalité des acteurs politiques congolais. Ils attendent la dernière minute pour s'organiser. Vous ne trouvez pas que c'est un péché dans un système politique normal que l'on attende la dernière minute pour exprimer ses ambitions? Vous ne croyez pas qu'il aurait été souhaitable que déjà vers dès 2011 que l'on ait ciblé des potentiels successeurs et que je parle de la majorité présidentielle, et que déjà depuis 2011, l'on commence à préparer, à tester politiquement les capacités, les limites de chaque candidat, pour que finalement, l'on ait du temps de véritablement les connaître. Vous ne trouvez pas qu'attendre la dernière minute serait faire fausse route? Vous avez raison, Luc. Vous avez pleinement raison, mais sociologiquement parlant, les partis politiques en Afrique, en Afrique subsaharienne, post-colonial, ne joue pas pleinement le rôle d'intégrateur des acteurs politiques. Donc, les acteurs politiques n'ont pas foi à leur parti politique. S'ils n'y sont que pour le besoin de la cause, mais plutôt, ils croient que la meilleure façon d'agir, c'est de poser des actes en solo. C'est ainsi que vous comprendrez, même si vous êtes membre d'un parti politique, on fédère pour dire que non, ce n'est pas vous, mais plutôt un autre. Et lorsque vous n'êtes pas content, vous risquez même de ne pas obéir, de dire que non, écoutez, ce n'est pas moi, vous ne pouvez pas m'étouffer. Les cas et les gens, comme je viens de vous en parler au niveau de la majorité, Lokondo. Tout à fait normal. Donc c'est pour vous dire que l'homme politique africain, et nous ne sommes pas les seuls, je parle bien de l'Afrique noire, subsaharienne, post-coloniale. Est-ce que c'est un comportement correct? Non. Alors, c'est encore une culture à prendre. Alors, une culture à prendre. Parlons 2 minutes du fonctionnement des partis politiques. Parlons 2 minutes du silence du chef de l'État. Je recevais ici, sur ce plateau, Maître Eley, pour qui le silence du président de la République est sa force. Et lui, Maître Eley, aime ce silence-là. Quelqu'un d'autre a dit, ce silence-là est coupable. Et il est allé plus loin pour dire, c'est un silence énigmatique, hypocrite, a-t-il dit. Comment vous, Maître Jean-Jacques Gitango, vous interprétez les silences du chef de l'État? Hypocrite, non. Énigmatique, non plus, non. Le tout dépend du comportement de chacun d'entre nous. Il y a des gens qui croient et qui acceptent, ils ont tort des fois s'il faut leur concéder cela, que lorsqu'ils ne sont pas trop bavards, ils posent des actes au lieu de faire les chantages. Et à ce titre-là, ça avance. Ça, c'est leur actif. Mais il y a d'autres également qui sont des communicateurs, qui n'aiment pas qu'un événement s'échappe sans pour autant, au temps opportun, y donner une suite. Les tout s'entrecoupent, selon les résultats que cela peut présenter. S'agissant du chef de l'État. En termes clairs. Oui, en termes clairs. S'il estime, et ça j'accepte aussi, j'apprécie, que ce n'est pas la peine de tenir des points de presse de temps en temps pour une situation donnée, et surtout lorsque vous travaillez en silence, ça vous donne la force de ne pas permettre à l'adversaire de vous découvrir. Et c'est ça qui fait l'honneur, c'est ça qui fait la force de l'homme. Et de cette manière-là, j'apprécie plus le silence que les bavardages. Chez nous, dans les médias, on dit trop d'infos tue l'info. Tout à fait normal. Et dans l'économie, on dit trop d'impôts tue l'impôt. Peut-être qu'on va en parler. Donc, vous pensez que la stratégie,
silencieuse de Joseph Kabila constitue plutôt une force plutôt qu'une faiblesse. Non, c'est une force pour lui. Parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a comme élément pour vous attaquer. Parce que le fait déjà de dire que je me présente, je suis, ça permet à l'adversaire de préparer la contre-offensive. Alors, d'aucuns ont dit que puisqu'il s'était devant certains de ses adjuvants, son entourage qui passe et qui parle de glissement, qui parle de la modification de la Constitution, et donc quand il ne dit rien, donc il consent. La sentence est connue, hein, qui ne dit mot, consent. Non, pas forcément, Luc, pas forcément. Vous savez, ce qu'il faut tirer comme leçon dans ce genre de comportement, c'est de vous préparer. Ne vous fiez pas à ces silences-là. Parce qu'au moment donné, il peut se prononcer et vous serez pratiquement ébranlé à ce moment en cherchant à courir derrière le temps. Ce serait trop tard. Mais c'est ça justement. Non, c'est politiquement c'est acceptable. Alors que lui, avec son parti politique, il se prépare en interne sans que vous puissiez le savoir. Ne vous fiez pas à dire non parce qu'il garde le silence, nous ne savons pas, il va se représenter ou pas. Non, préparez-vous, vous les adversaires politiques, surtout l'opposition, comme tout autre parti politique bien entendu, qui veut conquérir le pouvoir en 2016, doit se préparer, sans pour autant se fier au silence du chef de l'État. Je vous l'ai dit, lorsque ce sera présenté, par exemple, et prononcé pour du non, je m'en vais, et ce serait l'hécatombe dans beaucoup de partis politiques. Maître Jean-Jacques, oui. Le Fonds monétaire international vient de publier un rapport, j'allais dire, assez positif, mais assez négatif quand même, où il est dit que les richesses de la République démocratique du Congo ont quasiment doublé, mais la pauvreté persiste. Comment interprétez-vous ce rapport? Mais c'est un rapport vrai, je suis un analyste politique. Ce qui manque dans notre pays, c'est la justice distributive. Le revenu du Congo n'est pas distribué de la manière correcte, de sorte que chaque Congolais puisse en tirer profit. Non. C'est quand même un paradoxe, hein, qu'on nous dise que nous sommes un pays potentiellement riche. Alors que une population l'une des plus pauvres de la planète, ancrée dans la misère. Je revenais dernièrement du Katanga, c'est malheureux. Une province qui préfère, une province avec la Gécamine qui intervenait à l'époque du régime de Feu Mobutu à 90% de recettes du budget national. Et aujourd'hui, c'est plein de mining, on a émietté, mining gauche, mining droite, mining devant, derrière. Mais quand on voit la population, c'est misérable. C'est misérable. On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ces richesses-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Non, ce n'est pas possible. Le président de la République posait la question au Katanga, et ils disent, mais il y a des millions qui sortent au Katanga, des mines. Combien de millionnaires y a-t-il au Katanga? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je pense que le chef de l'État ne pouvait pas poser cette question-là. Lui-même devait se donner la réponse. C'est celui qui dirige. Voilà. Et il sait combien de millionnaires il y a au Katanga. Alors qu'il y a des millions dans le cas des recettes générées par l'économie provinciale, le cas de la province de Katanga. Et ces millions vont où? Et dans la poche de qui? Qui n'a pas le pouvoir dire non, vous êtes en train de commettre des détournements des deniers publics. On ne sait pas le dire tout. Oh, c'est ce que nous déplorons. Tout à fait. C'est ce que nous déplorons. Mais déjà, certaines voix se sont élevées pour dénoncer la gestion de Moïse Katumbi. Et on a dit qu'il a mal géré et qu'il s'est fait des millions et que, répondant, ça m'engage un peu, je dirais, au Katanga, il y a un millionnaire que l'on connaît qui s'appelle Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la province du Katanga des Mambré. Mais autant on pouvait aussi rétorquer cette question. On dit que la République démocratique du Congo est un pays riche. Combien de riches y a-t-il en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pouvez répondre, maître? Non, je ne saurais pas répondre parce que je n'ai pas fait cette analyse-là. Mais ce que je constate, lorsque nous avoisinons 8 milliards de budget national, c'est ce que l'on projette en termes de recettes, budget d'investissement pour 2016. Mais c'est quand même fabuleux, c'est paradoxal. Et que le flux monétaire dans notre pays soit avoisine les 100 milliards. Oui. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, Luc? Le flux monétaire en circulation avoisine les 100 milliards. Et ça vient d'où ça? Comment on ne sait pas contrôler pour que ce flux-là puisse payer l'impôt de manière qu'on réajuste dans le sens de notre budget qui est à peine 7 milliards et maintenant 8 milliards à pas de tortue? Non, pour un pays comme
Congo est un géant en Afrique centrale, nous ne pouvons pas avoir un budget aussi maigre de 8 milliards de dollars. Alors, pour en faire quoi? Alors, 8 milliards de dollars, d'après certains experts, cela relève de la mauvaise gouvernance du pays. Et lorsqu'on parle de la mauvaise gouvernance, Maître Jean-Jacques Guitango, quels sont les acteurs que vous mettez au premier plan qui doivent répondre de leur gestion? Lesquels? Non, il n'a pas une classe ou bien une série, une catégorie d'acteurs qu'il faut lister, le premier, le deuxième, ainsi de suite. C'est une question de responsabilité collective. C'est une question de responsabilité collective. Nous sortons d'une crise. Nous avons connu la Deuxième République où c'était vraiment la catastrophe dans la façon de diriger. Et depuis là, nous sommes entrés dans une arielle de querelles, de bottes, de guerre à l'est, gauche, ainsi de suite. On se recherche, on se retrace. Et on est en train de rétablir les choses. Et cela peut justifier... ça peut justifier que nous ne puissions pas enjamber de la manière assez spectaculaire. Lorsque le cadre macroéconomique affiche positivement l'inflation dans notre pays, et là j'admire, je suis sincère, objectif, on sait maîtriser tout cela, ce n'est pas un effort vain, il faut apprécier, il faut louer cela, il faut encourager. C'est pour dire qu'on ne saura pas pointer de gauche ou de droite plutôt tel est le responsable de la mauvaise gouvernance, tel, non. Est-ce que vous ne fuyez pas votre responsabilité individuelle de prendre le courage et dire qu'ici ça ne va pas, là-bas ça ne va pas, parce que tout le monde ne dirige pas le pays. Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'existe pas la justice distributive dans notre pays. Ou s'il existe, mais elle est mal appliquée. Je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu la crainte de le dire. Mais la mauvaise gouvernance, parce que dans le rapport on dit la corruption continue de gangréner notre système politique, économique, ainsi de suite. Mais il y a quand même des gens qui doivent répondre. Ce n'est pas tout le monde qui est versé dans la corruption. Vous êtes dans la corruption, maître? Non, je ne suis pas dans la corruption. Qui l'est? Ceux qui sont dans la corruption, il y a des structures qui ont été montées, organisées par le chef de l'État. Je fais allusion à la dernière cellule qu'il a créée, où il a responsabilisé le professeur Luzolo Bambi. Oui. Et nous attendons que ceux qui ont fait l'objet de dénonciations puissent répondre de ces actes-là pour savoir de quoi il est question. Parce que, attention, moi je suis un homme averti, je ne saurais pas dire tel est corruptible, tel est corrompu. Non. Nous devons avoir les éléments. Ces éléments, nous n'avons pas les moyens appropriés pour nous pénétrer dans ces jeux-là. S'il n'y a que certains qui ont la spécialité de mener des enquêtes et de dire à la place publique qui a corrompu et qui a été corrompu. Très bien. On va prendre le dernier sujet. Oui. Celui que j'ai annoncé, la vie au sein de l'UDPS et du PALU. Oui. L'UDPS connaît une période de turbulence. Ce parti qui est un patrimoine national commence à nager comme si c'était le bateau ivre de Rimbaud. Pour vous, quel est le grand problème qui se pose au sein de l'UDPS, maître? C'est comme tout Congolais qui affiche son raisonnement, qui est informé. C'est vraiment une désolation pour un grand parti politique comme l'UDPS, avec son leader, M. Etienne Tshisekedi. Nous savons qu'il a donné le meilleur de sa vie pour que il a combattu parmi tant d'autres pour que la démocratie existe dans ces pays. Mais son combat isolé de son parti n'aura pas de sens si ce n'est qu'intégré au sein de son parti politique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, lorsque nous lisons dans les journaux ou nous suivons la télévision, qu'il est exclu par une frange de militants, on ne sait pas, en Europe, ici, par-ci, par-là. Tantôt ici, c'est M. tel qui est mis en cause, tantôt on dit, et beaucoup de choses que nous apprenons, nous regrettons tout cela. Nous en appelons encore à ce que les gens de l'UDPS, les militants de l'UDPS, les cadres de ces partis se ressaisissent pour que les partis fonctionnent convenablement. Il en est de même du PALU. Oui. Le PALU qui est parmi les plus vieux partis de l'espace politique congolais, on dirait que le PALU est en train de traverser également une zone trouble. Hein? Et pouf, on sanctionne Mouzito, et quelques temps après, pouf, on sanctionne Willy Makiachi.
certains analystes, maître, avec lesquels j'ai partagé, ont dit, lorsqu'un parti a fabriqué un membre qui a atteint, par exemple, le niveau de Premier ministre, de vice-premier ministre, ce membre-là ne peut plus être traité comme n'importe qui parce que c'est le reflet, c'est les fruits du parti. Mais au Palou, c'est comme si il n'y a pas une rationalité politique dans l'agir des responsables du parti. Vous avez raison, M. Luc, lorsque des cadres comme l'ancien Premier ministre et comme son Excellence le vice-premier ministre, le professeur Willy Makiachi, sont hissés à ce niveau-là, il y a de quoi à savoir et à considérer qu'ils sont des interfaces de notre parti au sein des institutions politiques nationales. C'est le cas de Willy Makiachi. C'est vrai, ce que vous le dites est tout à fait vrai. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous, au niveau du parti, et nous les avons envoyés pour qu'ils nous représentent valablement, servir l'État congolais, servir la nation, et que nous soyons les premiers à les vilipender. Il n'en est pas question. Les Palous, notre parti politique... Mais c'est ce que vous faites. Que je vous explique, M. Luc. Moi, je suis entré dans les partis tout petit à l'université, et je connais qu'est-ce qui se passe. Ce qui nous charme d'abord, c'est la constance dans la façon de diriger, dans les combats politiques d'Antoine Gizenga, qui est le leader, le secrétaire général chef du parti. De 1958 jusqu'à aujourd'hui, l'homme est resté constant. Personne ne viendra me dire, et là je donne ma tête à couper. Un défi que je lance, quelqu'un vient me dire, il a été corrompu par le pouvoir de sorte, même du temps de Mobutu. Je vous l'ai dit, il a été approché pour qu'il fasse ceci. C'est analysé depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. En passant par les grands événements, la conférence, l'indépendance, le gouvernement de Lumumba, le coup d'État de Mobutu, le gouvernement de Ileyo, et ainsi de suite, jusqu'à la conférence nationale, Sun City, et aujourd'hui. Il est resté cadré. Lui, son souci ultime, c'est la démocratie. C'est le retour du pouvoir au peuple. Et c'est ça ce qui nous caractérise, nous. Je suis un peu... c'est vrai ce que vous dites là. Ce sont des choses qui arrivent. Et surtout les gens qui enveniment le fait, c'est vous de la presse. Alors qu'une simple lettre a été adressée, je donne l'exemple que je connais très bien. Allez-y. Une simple lettre a été adressée. La lettre est simple, mais elle est profonde. Parce que le chef du parti, au terme de cette lettre s'adressant au camarade professeur Willy Makiachi, dit « En vue de vous permettre d'exercer pleinement vos attributions gouvernementales, je vous notifie pour vous dire que désormais, vous ne pouvez plus siéger au bureau politique, de sorte que vous n'ayez pas suffisamment de temps. » C'est une façon de réinvestir la confiance du parti et du chef du parti dans la tête de M. Willy Makiachi qui doit travailler au gouvernement. Il le met à la disposition du chef de l'État. Il le met à la disposition du Premier ministre pour dire que voici l'homme que je vous envoie. Au lieu qu'il partage le temps de temps en temps pour revenir assister aux réunions des partis, je vous le donne pleinement pour qu'il exerce ce travail. Maître, tout à fait. Je vois en quoi cela devait susciter des remous, des commentaires de tous bords qu'il est chassé du parti. Il en est ainsi du camarade Muzito. Muzito n'a pas été exclu du parti. Le camarade Muzito a écopé d'une sanction. De 3 ans. Non, qui vous dit c'est 3 ans? Oui, c'est ce qui est. Non. C'est de combien? De combien, dites-nous? Je mets quiconque au défi de savoir que la sanction que cope le camarade Muzito, parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun texte ne le dit. Et moi, je suis un juriste, il faut que je le dise tout haut. Et d'ailleurs, pour votre information, il a introduit son recours. Bientôt, vous apprendrez que le recours a été analysé et il est rétabli. Donc, il n'a pas été chassé du parti. Non, mais voilà. Moi, je ne parle pas non plus je ne parle pas du fait qu'on a chassé Muzito ou le professeur Makiachi. Willy Makiachi, non. Mais je trouve que cette démarche-là, elle est suicidaire pour le parti. Ça, je vous le dis en tant que journaliste politique. Parce que si on prend l'exemple de la France, l'exemple des États-Unis, les gens que les partis donnent pour le gouvernement sont responsabilisés au sein du parti parce que vous êtes un parti politique. Comment vous coupez vos ministres de la gestion du parti dont ils sont issus? Vous ne trouvez pas que votre démarche est, excusez-moi, un peu irrationnelle? Il n'a jamais été question de couper, parce que pour le moment, nous parlons du professeur Willy Makiachi. Mais il n'est plus membre du bureau politique. Les grandes décisions que devra prendre le parti, lui ne va pas
participer, alors que c'est lui qui vit la vie du gouvernement au quotidien. Non. Vous ne trouvez Non, pas non. que... Luc, je recadre les choses. Allez-y. Pour des raisons d'incompatibilité d'abord. L'incompatibilité viendrait d'où? Voilà, il était le secrétaire permanent, porte-parole du parti Lumumba signifié, Oui. le professeur Willy Makache. Oui. Conformément à la Constitution, on dit qu'il ne peut pas exercer de hautes fonctions au niveau du parti, qu'il peut combiner avec les fonctions d'État comme vice-premier ministre. Là, ça ne pose pas de Ça problème. ne pose pas de problème. Mais le membre du bureau politique, quand même. Il va de même. Même s'il ne siège pas au sein du bureau politique, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas branché avec la vie du parti. Non, mais attendez, Non, non. maître, Non. prenons Non. le problème sous l'angle psychologique. Oui. Vous ne croyez pas que une telle sanction démoralise psychologiquement l'intéressé? Ce n'est pas une sanction. Parce que la sanction... on Non, vous c'est reproche- quand même une La sanction. La sanction est la conséquence des griefs qu'on retient à charge de quelqu'un. Vous avez commis ceci, vous avez commis cela. En conséquence, on vous sanctionne. Alors, lui n'a pas commis il n'a pas été... Alors prenons cela comme comme une sanction positive. Non, positive non plus, je n'appelle pas une sanction. Je dis bien, c'est une sorte de charge pour son emploi du temps. Est-ce que vous ne trouvez pas que justement, l'ayant déchargé Oui. de la gestion ou de l'immission Oui. dans les affaires du parti, vous coupez les partis de quelque chose. Non, vous amputez les non, partis non, par contre, d'une contribution qui serait substantielle, je vous dis, un Luc, éclairage dont le parti aurait eu besoin. Les charges d'État que le professeur Willy Makache est en train d'exercer au fond du gouvernement, c'est beaucoup plus prioritaire que les charges au sein des partis politiques. Et notre parti a estimé que nous ne pouvons pas, demain on va nous dire que nous avons échoué parce que c'est lui qui est le représentant du parti. La bonne façon de le laisser pour qu'il soit investi complètement et d'exercer pleinement ses attributions, c'est de les décharger momentanément de certaines prérogatives au sein du bureau politique. Est-ce qu'il en est de même oui. d'autres partis politiques, parce que vous n'êtes qu'allié de la majorité présidentielle? Oui. Est-ce que dans d'autres partis politiques, ça se fait comme ça? Oui, ça s'est fait. Il y a des partis politiques qui... Il a été leader d'un parti politique. Il est déchargé, mais en interne, ça, je vous informe aussi, en interne, ce qui se passe n'est pas connu des pouvoirs, n'est pas connu de l'observateur attitré. Je déplore également la manière d'envenimer les climats. Et je m'adresse et aux militants de notre pays, et à l'opinion. Pas de notre pays, de notre parti. Oui, aux militants de notre parti plutôt. Voilà. Et à la presse. Je m'en vais vous dire que vous ne pouvez pas tuer le parti de cette manière-là. Quand il ne s'agit pas d'une décision ou d'une simple notification, vous vous envenimez pour que cela devienne une exclusion. Vous savez, ça démoralise. Maître, ça porte préjudice. Maître, vous êtes et là, juriste. Excusez-moi d'hausser le ton. Oui. La manière dont la population ou la presse teinté de certaines informations obtenues d'une façon obscure a envenimé cette situation pour parler de l'exclusion, ça porte préjudice et ça peut appeler des actions en justice contre les auteurs de ces chantages. Maître, vous êtes juriste. Oui. Personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est vrai. D'abord, votre parti, les Palos. Oui. Je reconnais que quelque chose a un tout petit peu changé. Oui. Vous communiquez très mal. Vous, le Palo. Comment nous communiquons très mal? Regardez, maître. Oui. Récemment, je fais une descente au sein de votre parti. Oui. Pour accéder, il y a une rigidité, une opacité, telle que quelqu'un qui n'est pas habitué avec vos pratiques-là se sentirait dans une... j'allais dire, dans une, pas jungle, mais dans une monarchie où l'ordre est plus que rigoureux. Et cette manière de faire ne permet pas vraiment l'éclosion du parti. Tenez, maître. Allez-y. En 2006, oui. Vous avez près de 35 ou combien de 34 députés 34 à l'Assemblée nationale. En 2011, vous en aviez combien? 17. Divisé par combien? Par 2. Vous avez perdu 50% de vos députés. Tout à fait. Est-ce que cette réalité ne vous a-t-elle pas interpellé? Cette réalité, je commence par là. Oui. Ça a interpellé le parti, ça a interpellé le chef du parti, et c'est pour cette raison qu'il a restructuré les choses. Le comité qui a dirigé le parti à son temps là,
n'est plus le même que celui qui est en train de travailler aujourd'hui. Nous avons tenu compte de cette situation-là. Ça a été déplorable. La base a boudé, la base a parlé. Et à vous dire, ce n'est pas une rigidité, mais plutôt il faut parler de la... Le Palou, c'est le parti le plus discipliné possible. Il y a une discipline de fer au sein du parti. Je regrette cet incident-là. Si vous êtes arrivé et vous de la presse, qu'on ne vous a pas facilement accueilli... Il ne s'agit pas seulement de la presse. Hein. Non, que je parle. Tout étranger qui vient au siège du parti Palou, oui, il doit passer par plusieurs étapes. Mais Luc, c'est la discipline. C'est que vous appelez la discipline. Dans le cas de la discipline, c'est un désordre rigoureux. Non, il ne s'agit pas de désordre. Il s'agit de la discipline. Et à vous dire également au Palou, il n'a pas de petits, il n'a pas de grands militants. Nous tous, nous sommes des membres. C'est pourquoi nous appelons des camarades. Alors quand vous entrez dans une maison, vous trouvez que cette maison, socialiste, tout à fait communiste, camarade, mais il y a des camarades qui sont plus camarades que les autres. Peu importe. Cette maison est organisée de la manière propre à ses mœurs, à sa façon de se structurer. Et quand vous y arrivez, d'abord il y a un adage qui dit, quand tu vas quelque part, tu trouves les amis en train de danser à gauche, allez-y également à même gauche. Si cette danse-là vous amène à la mort. Peu importe, parce que si ça vous amène à la mort, ça aurait déjà amené ceux qui la pratiquent à mort. Oh, ils ne sont pas à mort. Ils ne sont pas morts, comment vous allez vous y partir? C'est pour vous dire en termes clairs que moi personnellement, je suis fier de me déclarer hérité idéologique d'Antoine Gizenga. Ce qui nous frappe le plus, c'est la constance qu'il nous enseigne. Il ne faut pas trahir. Le matin, vous êtes de la gauche, le midi de la droite, et le soir, je ne sais pas de notre là. C'est pour vous dire également que, c'est vrai, la discipline, c'est ce qui nous caractérise. Que vous l'appeliez d'une dictature, d'une rigidité, mais elle reste une discipline. Nous déplorons si cela est arrivé, et dans l'avenir, nous allons améliorer des choses pour nos visiteurs. Mettre en deux mots. Ok, d'accord. Antoine Gizenga, votre autorité morale? Non, notre secrétaire général, chef du parti. Il n'est pas autorité morale. Il n'est pas autorité, il dirige. Dieu merci. Il est arrivé au crépuscule de sa vie. Oui. Vous allez regarder l'opinion. Vous mettez le pays en perspective. Oui. Vous faites une projection du pays et du parti au lendemain de Gizenga. Oui. Allez-y. Vous avez 1 minute pour ça. Oui. Nous avons hérité des méthodes de travail dans la discipline au sein du parti qui nous sera léguée par le secrétaire général chef du parti Antoine Gizenga. Nous appliquerons ce même principe, même s'il arrivait un jour que le destin décidait autrement qu'il partait, nous resterons soudés, unis, et le Palou sera toujours fort en mémoire de Lumumba et à la mémoire de Gizenga. C'est ce que je peux dire comme mot de la fin. Le pari ne disparaîtra pas Jamais. Ça ne disparaîtra pas. Le Palou, là, ce n'est pas le parti d'un individu. Non, le parti, c'est l'affaire de tous les militants. De tout cœur. De tout cœur. C'est le parti de tous militants. Ce n'est pas pour un tel individu ou un membre de la famille du patriarche. Non, loin de là. Je l'ai dit et je le regarde, il sait. C'est ce qu'il nous a toujours enseigné. Ce n'est pas son parti, ce n'est pas mon parti. Une certaine opinion dit que il y a la main de maman qui agite, tireur des ficelles, que finalement c'est faux. D'autres profitent de l'état de santé du secrétaire général pour lui faire signer n'importe quoi. Il est lucide, il est averti. Il est lucide, il est averti. Et que personne ne vous dise le contraire. Maître Jean-Jacques Gitango, vous êtes avocat, analyste politique et cadre du Palou. Oui, je suis cadre du Palou. Je suis militant du Palou. Et militant. Je n'aime pas qu'on m'appelle cadre, je suis militant du Palou. Militant du Palou, oui. De tout cœur, je vous remercie. Vous savez, sur mon plateau ici, j'ai difficile à faire venir les gens du Palou. C'est pourquoi je vous disais ici que vous communiquez très mal. Essayez de revoir de ce côté-là. Peut-être il y a quelque chose à modifier parce que finalement, les élections vont vous contraindre à bien communiquer. Non, l'observation paraît positive et l'objective. Si nous communiquons mal, j'en prends acte. Nous allons dire à la permanence du parti qu'on rectifie les tirs. L'essentiel est que nous soyons bien compris de l'extérieur et de cette manière que nous pouvons bien organiser notre parti également. J'ai été heureux de vous avoir comme invité sur ce plateau. Je vous souhaite à vous et à votre parti plein succès. Merci. Et j'ose croire que en 2016, vous allez rectifier les erreurs de 2011
pour que le parti redevienne le palou, comme je disais, de l'UDPS. Ce sont des patrimoines nationaux. Donc, vous ne devez pas faire n'importe quoi de ces partis-là parce que vous les dirigez maintenant. Ce sont des patrimoines nationaux. C'est comme le Parti socialiste, comme le républicain, la droite en France, c'est comme le Parti socialiste aux États-Unis et le Parti républicain aux États-Unis également. Donc nous pensons qu'avec ces deux grands partis, le pays pourra vivre, expérimenter une véritable démocratie qui doit commencer d'abord au sein de ces partis respectifs. Le chef du parti, je vous remercie. Le camarade Antoine Gizengala dit lors de la clôture de l'année jubilaire le 22 août 2015 dernier, le PALU va affronter les échéances électorales de la base au sommet. Et nous nous apprêtons pour cela. D'accord. Merci beaucoup, Maître Jean-Jacques Gitango. Merci. Revenez quand vous en avez besoin. Au revoir et à bientôt. Très gentil, merci. Merci.